Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler des malaises. Alors, malaise, vous avez dit malaise, effectivement, on va voir que c'est une thématique qui est rencontrée fréquemment chez les médecins polyvalents, les médecins internistes, tout en sachant que le premier maillon de la chaîne, c'est surtout nos collègues urgentistes qui sont confrontés, bien entendu, dans le cadre de leur exercice, à ces patients qui font des malaises. Donc, premièrement, de quoi parle-t-on? Et on voit avec cette première slide que finalement, c'est très compliqué. Si on prend quelques vocables, j'ai pris quelques vocables un petit peu de motifs de recours aux urgences et d'hospitalisation dans nos services, on voit que finalement, c'est un grand fourre-tout et pour lequel on n'a pas de définition très précise sur cette entité malaise. Donc finalement, en première lecture, on pourrait dire que cette entité malaise, c'est un fourre-tout, c'est imprécis, ça relève de situations cliniques qui sont la plupart du temps assez floues et parfaitement différentes. Au sens stricto sensu et d'un point de vue médical, ça ne définit pas un cadre nosologique particulier. Et finalement, le malaise, c'est plutôt une plainte qui est alléguée par le patient, mais sans aucune spécificité. Premier message, d'un point de vue médical, peut-être un petit peu vite, voilà, mais en gros, on devrait abandonner, en tout cas sur le plan médical, la terminologie de malaise, parce que vous voyez bien que finalement, elle ne relève pas d'une définition précise. Si on prend un petit peu les recommandations HAS en France, on voit que les recommandations datent un petit peu, ça date de 2008, et on voit que finalement le focus qui est dans ces recommandations sur les pertes de connaissances brèves de l'adulte, c'est bien finalement la prise en charge à la fois diagnostique et thérapeutique des syncopes. Quand on prend ce document HAS sur les syncopes, pareil, on voit toute une terminologie extrêmement vague, complexe, alors qu'on va voir que finalement la définition internationale de la syncope est assez simple en théorie. En pratique, c'est parfois plus compliqué, mais c'est un vrai finalement challenge pour le praticien d'étiqueter un malaise comme une syncope, puisque c'est ça, on va voir, qui fera potentiellement la gravité et le pronostic à terme. Pour résumer, pour le clinicien, derrière ce vocable malaise, il faut toujours s'interroger si ce n'est pas une syncope. Alors, est-ce qu'on a quelques données dans la littérature sur l'épidémiologie des syncopes, des malaises, etc. Je vous ai montré cette petite étude qui est française, donc une étude prospective sur les patients qui se présentaient dans un service d'urgence. Vous voyez, un peu plus de 37 000 patients. Et parmi ces 37 000 patients, eh bien, un peu plus de 400 étaient étiquetés syncope, ce qui représentait à peu près 1,21%. Parmi ces patients, 285 étaient hospitalisés. Donc, vous voyez, 151 en médecine interne, ce qui représentait quand même 53% des patients hospitalisés en post-aval des urgences pour un diagnostic de syncope. Dans 75% des cas, le diagnostic était posé. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que dans 42%, eh bien, au niveau des urgences, le diagnostic de syncope réflexe, dite vasovagale, était posé et le patient donc ne bénéficiait pas d'hospitalisation et d'exploration complémentaire, mais d'un retour à domicile. Ça, c'est une étude danoise, c'est un peu la même chose, c'est sur un service d'urgence au Danemark, où ils ont effectivement regardé sur de 4 mois en prospective les patients qui arrivent dans les services d'urgence pour des pertes transitoires de ça représentait à peu près 1,2%. Et chez eux, ils avaient 53% de convulsions, 33% de syncope, 14% d'indéterminés. Là, une autre étude sur l'incidence et le pronostic des syncopes. Alors, même intuitivement, on sait que la prévalence et l'incidence de la syncope augmentent avec l'âge. Bon, c'est intuitif, mais au moins, cette étude a permis de montrer effectivement que l'incidence de ces syncopes, vous voyez, augmente considérablement après l'âge de 70 ans et a fortiori après l'âge de 80 ans. Et là, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé, ils ont essayé de screener un petit peu les différentes causes potentielles de syncope en fonction du sexe et également en fonction des antécédents cardiovasculaires du patient. Et on voit clairement que pour le volet de la syncope d'origine cardiaque, eh bien, la proportion de patients qui
y avait des syncopes d'origine cardiaque étaient plus importants chez les patients qui avaient déjà un antécédent cardiovasculaire connu. Donc ça, c'est un élément important. Là, un autre élément sur le pronostic des syncopes, parce que finalement, derrière tout ça, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut qu'on s'en occupe? Est-ce qu'il faut rassurer les patients? Premièrement, cette courbe issue de l'accord de Framingham montre clairement que les syncopes d'origine cardiaque ont un moins bon pronostic comparativement aux syncopes dites réflexes, d'origine vasovagale, ou bien les malaises qui ne sont pas d'origine syncopale. Donc c'est très important le focus, l'élément important derrière, c'est qu'il faut s'acharner à retrouver sur toute syncope une origine cardiaque, parce qu'on voit que le pronostic de celles-ci sont bien sûr beaucoup plus péjoratifs. Alors juste là, pour illustrer, on avait regardé, nous, dans le service en 2018, un petit peu les motifs d'hospitalisation pour malaise, selon qu'il y avait en tout cas une notion de perte de conscience ou pas. Bon, voilà, en gros, les malaises avec PC, c'était plutôt chez les hommes, et les sans PC plutôt chez la femme. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait regardé le sepsis représentait quand même 53% des malaises. Je mets toujours malaise entre guillemets, vous avez bien compris maintenant que cette entité est quand même difficile à définir. Mais 53% des patients admis pour malaise sans perte de conscience, eh bien, on retrouvait un sepsis qui pouvait être à l'origine de ce malaise, et surtout des sepsis un peu atypiques chez la personne âgée. Alors, donc, l'épidémiologie, vous avez compris que c'est un peu difficile à interpréter parce que la plainte est différente, il n'y a pas de repères très précis, les multitudes de symptômes. Dans la littérature anglo-saxonne, c'est un peu la même chose parce que finalement, il n'y a pas de terme équivalent en anglais de malaise, ça n'existe pas. Et donc, l'intégralité quasiment des données de la littérature disponible, ça traite vraiment de l'entité syncope. Donc, la syncope représente un sous-groupe de ce fourre-tout malaise. Donc, en gros, on peut dire que ça représente à peu près 1 à 3%, selon les études, des motifs de recours aux urgences, ce qui n'est pas négligeable compte tenu du volume de passage aux urgences. Donc, en pratique, on part de cette entité malaise. Soit elle s'accompagne d'une perte de conscience ou pas de perte de conscience. S'il y a perte de conscience, soit c'est une perte de conscience de durée, c'est un peu rapide, soit de durée brève, globalement inférieure à 5 minutes, soit une durée plus prolongée, supérieure à 5 minutes, ce qui permettra de screener déjà un petit peu. Donc, si on a une perte de conscience brève, soit elle est d'origine syncopale, et auquel cas, 3 étiologies principales il faudra rechercher. Bien entendu, l'importance de rechercher systématiquement une cause cardio- et ou vasculaire, l'hypotension orthostatique, et puis les syncopes dites réflexes, vasovagales, qui est un grand fourre-tout, qui n'ont pas de pronostic péjoratif et sur laquelle il va falloir surtout rassurer les patients. Et puis de l'autre côté, on a le volet des pertes de conscience brèves, non syncopales, dans laquelle on va mettre la convulsion, des accidents cérébrovasculaires, des intoxications, des troubles métaboliques, voire des troubles psychiatriques. Ça, on va passer assez rapidement parce que là, je vois que là, je vous ai mis les recommandations les européennes de l'ESC, European Society of Cardiology, de 2018, qui ont repris les précédentes qui dataient de 2009 sur justement un point important, dans ces recommandations de 2018, les chutes inexpliquées de l'adulte et a fortiori chez la personne âgée doivent être considérées comme des syncopes jusqu'à preuve du contraire et doivent être explorées telles quelles. Ça, c'est important. C'est vraiment dans les dernières recommandations de l'ESC sur ces chutes inexpliquées et surtout chez la personne âgée. Donc, la définition de la syncope, vous la connaissez aussi bien que moi, mais je vous la remets parce que finalement, elle est extrêmement simple. Par contre, en pratique, on s'aperçoit que c'est parfois compliqué de refaire l'histoire parce que le patient arrive, il est amené par les pompiers, les secours aux urgences. Nous, on arrive en fin de course. Il faut reconstituer l'anamnèse. L'histoire, c'est parfois compliqué. Donc, la syncope est définie comme une perte de conscience. Les anglo-saxons appellent les TLOC, le Transient Loss of Consciousness. Et eux, donc, la terminologie anglo-saxonne, c'est conscience et non pas connaissance. Nous, on parle de perte de connaissance. Je vous avouerai que c'est un terme qui est un peu bizarre quand on prend un peu de recul, parce que connaissance de quoi, voilà. Je pense que effectivement le terme de perte de conscience est plus juste dans la définition de la syncope. Donc c'est un début rapide, souvent il n'y a pas de prodrome. La durée est généralement brève, moins de 5 minutes. Souvent c'est 2-3 minutes grand maximum. C'est spontanément résolutif, c'est-à-dire que le patient va reprendre
très rapidement un état de conscience normal. Ça occasionne une perte du tonus postural avec le risque de chute et de traumatisme, et puis donc le retour à un état de conscience normal. Donc vous voyez que la définition finalement est assez simple, mais c'est vrai qu'en pratique c'est beaucoup plus compliqué, surtout de réinterroger des gens, surtout s'ils sont âgés, s'il y a des troubles cognitifs associés, s'il n'y a pas de témoins, etc. C'est beaucoup plus compliqué d'affirmer que c'est bien une syncope qui a occasionné le malaise. Bon, on passe rapidement sur ça. La physiopathologie, en gros, c'est l'hypoperfusion cérébrale globale transitoire qui altère la substance réticulée activatrice ascendante. Il y a normalement des mécanismes d'autorégulation qui sont altérés avec l'âge, avec certaines pathologies, etc. On va passer rapidement sur ça. Vous aurez le diaporama. Là, donc, le petit schéma qui reprend finalement ce que j'ai dit, issu des recommandations OSC, avec d'un côté les pertes transitoires de conscience d'origine traumatique, bon, là c'est un autre registre, et puis les non traumatiques, et on retrouve notre volet syncope avec toujours la même chose, le cardiaque, l'hypotension orthostatique et les réflexes, les syncopes d'origine réflexe. Très rapidement, là je vous laisserai lire, mais il y a des papiers pas inintéressants dans la littérature qui se sont intéressés sur les conséquences corporelles de la syncope, parce qu'effectivement, dans le cas de la syncope 1, il va falloir faire l'étiologie et repérer les causes cardiaques, parce qu'on voit que c'est elles qui ont le pronostic le plus péjoratif. Mais est-ce que ça a des conséquences autres? Oui, ça peut avoir des conséquences d'origine traumatique, puisqu'on a vu qu'il y a une perte du tonus. Souvent, le patient il peut être debout, il va s'écrouler brutalement et il va pouvoir se causer un certain nombre de lésions. Bon, il y a certains papiers, là, vous voyez, par exemple, dans ce papier-là, il y avait quand même 6% des patients qui avaient des lésions de type fracture et puis 21% des contusions, etc. Donc, c'est quand même important. Il y a à la fois faire le diagnostic et puis aux conséquences de ces syncopes. D'autres papiers sont intéressants sur la qualité de vie et globalement, on s'aperçoit que les patients qui font surtout des syncopes à répétition, et la plupart du temps, ce sont des sujets jeunes, c'est le diagnostic, a priori, c'est plutôt de la syncope réflexe, vasovagale. Eh bien, tant que vous n'aurez pas finalement étiqueté le patient comme effectivement faisant des syncopes vasovagales, le rassurer en disant que ce n'est pas grave, que le pronostic n'est pas engagé, qu'il va falloir qu'il vive avec, qu'il va falloir qu'il repère éventuellement les situations à risque de faire cette syncope vagale, eh bien, vous aurez une altération de la qualité de vie. Et vous voyez que ça rejoint certaines pathologies chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, la lombalgie chronique, les troubles psychiatriques chez ces patients qui vont faire des syncopes à répétition et qui vont donc être consommateurs de soins, consommateurs des urgences. Je passe sur ça, vous regarderez, les anglo-saxons se sont intéressés au coût que ça représentait. Effectivement, ça a un certain coût en termes hospitaliers, éventuellement d'augmentation des durées de séjour, etc., etc. On va passer rapidement là-dessus. Donc l'écho, ça, on les a vus, toujours les mêmes, hein, cardiaque, réflexe, hypotension, c'est vraiment les trois éléments qu'il faut s'acharner à screener. Et puis vous voyez que malgré tout, dans certains papiers, on a jusqu'à 40% d'étiologie, en tout cas non étiquetée. Voilà, pareil, on retrouve chez Kapor qui a beaucoup écrit sur le sujet. Donc en gros, syncope d'origine cardiovasculaire. La première des causes, ce sont les arythmies cardiaques, principale cause. On ne va bien sûr pas les détailler. Donc, c'est important de repérer, on va le voir juste après, sur l'électrocardiogramme de base, de repos, si éventuellement il y a déjà des anomalies suite à un malaise. Et si c'est le cas, la probabilité que le malaise ou la syncope soit d'origine cardiaque est très importante. Arythmie cardiaque en premier, et puis après, ce sont les autres causes, les cardiopathies ou les maladies cardiopulmonaires structurelles. Il y en a toute une flopée, on ne va pas les détailler, bien entendu. Les valvulopathies, les péricardites. Alors, un petit focus plus particulier qui va intéresser, là, pour le coup, un peu plus le médecin polyvalent, le médecin interniste, c'est la syncope par hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, c'est quelque chose, en tout cas, si on la recherche, est fréquemment retrouvée, surtout dans nos populations âgées, soit donc une HTO liée à une dysautonomie, une atteinte du système nerveux autonome, avec soit des dysautonomies dites primaires, liées à une pathologie neurodégénérative, de type Parkinson, de type atrophie cérébrale multisystématisée. Et puis, on a des dysautonomies secondaires liées à des pathologies, bien sûr, la neuropathie du diabétique. Et puis, là, on rentre sur des pathologies plus de médecine interne, de médecine polyvalente. Est-ce que derrière, il n'y a pas éventuellement une amylose? Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement une neuropathie associée aux petites fibres qu'il faudra éventuellement traquer? La syncope orthostatique d'origine médicamenteuse, hein, les médicaments sont
pourvoyeur, surtout chez les patients âgés polymédicamentés, d'origine alcoolique. Et puis ensuite, si ce n'est pas la dysautonomie, c'est plutôt le volume sanguin qui est insuffisant. Donc ce sont des syncopes par HTO d'origine hypovolémique. En général, les contextes sont plutôt assez faciles à repérer, soit dans le cadre d'une hémorragie, de perte digestive, diarrhée, vomissement, insuffisance surrénalienne, etc., etc. On va passer sur les syncopes réflexes, mais c'est important puisque c'est souvent ce qui va motiver les passages répétés des patients aux urgences. Donc, il va falloir essayer de repérer ces situations comme les syncopes dites situationnelles, au décours de toux, d'éternuements, de mictions, etc. Rassurer les patients, surtout leur dire que ce n'est pas grave, c'est vrai que c'est impressionnant, surtout pour le patient qui le subit, mais ça évitera de rentrer dans un cercle vicieux d'exploration longue et complètement inutile. Ça, on va passer, c'est une petite revue médicale suisse de 2010, très intéressant, avec un terme, effectivement, que vous connaissez aussi, sur le terme de la lipothymie, qui devrait peut-être être plus usité que le malaise. En gros, la lipothymie, c'est une syncope imminente, c'est-à-dire c'est un ensemble de sensations décrites par le patient, souvent d'étourdissement, de vertige, juste avant la perte de conscience. Donc, en gros, c'est une hypothymie, c'est une syncope qui ne s'accompagne pas, qui ne va pas jusqu'à la perte de conscience complète, et qui est un terme qui peut être plus simple à utiliser que le malaise. Les papiers, il y a beaucoup de papiers qui disent que finalement, l'anamnèse, lorsqu'il est bien fait, l'interrogatoire du patient, de l'entourage, etc., le recueil des antécédents, l'examen clinique avec un électrocardiogramme de repos systématique, la recherche d'éventuels prodromes, des facteurs déclenchants ainsi que les circonstances du malaise, mènent dans un cas sur deux au diagnostic de syncope. Vous voyez, avec des éléments assez simples finalement, pas très compliqués, l'examen clinique, le sens clinique, l'interrogatoire, l'anamnèse, un électrocardiogramme pour s'assurer de l'absence, même si l'électro normal n'élimine pas une cause, bien entendu, d'origine cardiaque et d'origine arythmique, mais c'est quand même important. On passe là-dessus, mais vous l'aurez bien sûr, les données d'interrogatoire sont fondamentales parce que lorsque vous faites un interrogatoire minutieux, que ce soit chez le patient s'il est capable bien sûr de s'exprimer, etc., ou l'entourage qui a éventuellement assisté, les circonstances de survenue, les signes, les symptômes au moment de la syncope, comment s'est fait la perte de conscience, comment s'est fait le retour à la conscience, le contexte, eh bien, vous arrivez normalement à affiner votre hypothèse diagnostique de syncope au départ. Alors, est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait du scanner, de l'imagerie cérébrale? Est-ce qu'on fait de l'Holter? Est-ce qu'on fait de l'EEG, de l'écho-cœur, du tilt test, etc., etc. En pratique, 3 choses fondamentales qui devraient être faites par nos collègues urgentistes, puisque la voie d'entrée du malaise, la syncope, c'est quand même soit le préhospitalier, soit l'hospitalier par les urgences. C'est l'examen clinique, bien entendu, comme je l'ai dit, la pression artérielle aux 2 bras, l'électrocardiogramme de repos et la recherche systématique d'une hypotension orthostatique, surtout chez la personne âgée et a fortiori polymédicamentée. Bien entendu, en cas de forte suspicion de troubles du rythme ou de troubles de la conduction, malgré un électrocardiogramme de repos strictement normal, effectivement, on va se poser la question du Holter ECG. L'échographie cardiaque, oui, dans un certain nombre de circonstances. Le reste, on voit beaucoup de nos collègues urgentistes faire systématiquement de l'imagerie cérébrale par scanner chez tout patient ayant fait un malaise. Je pense que c'est un peu excessif, en tout cas, ce n'est pas dans les recommandations, sauf bien entendu si vous avez des points d'appel neurologiques. L'échographie des troncs supra-aortiques, pas en première intention. L'EEG, pas non plus. Alors, normalement, on fait la distinction entre la syncope et puis la convulsion avec cette reprise progressive de la conscience, l'état post-critique, etc. Et puis souvent, la rentabilité de l'EEG à distance de l'épisode convulsif est assez pauvre. Biologie, pas grand-chose, un petit peu de numération pour rechercher des anémies, des choses comme ça, des troubles hydroélectrolytiques. Le syndrome inflammatoire biologique, on l'a vu, en tout cas avec la petite expérience qu'on a dans le service sur les sepsis, surtout chez la personne âgée. Et puis tous les autres, le tilt test, dans le cadre d'une syncope vasovagale atypique, le Holter implantable est à discuter au cas par cas avec le rythmologue et le cardiologue. Donc le G, on l'a vu, c'est fondamental, il faut le faire, et le lire, le regarder, pas le classer, voilà. Donc le CG, voilà, l'idée, c'est, on ne va pas détailler, mais c'est d'essayer de voir si effectivement, sur le CG de base, on a déjà des anomalies du rythme et ou de la conduction qui peuvent évoquer dans un contexte
de malaise et perte de conscience, une syncope d'origine cardiaque. Voilà, là je vous ai remis quelques petits focus sur les recommandations donc, de l'ESC et la mise à jour de 2018. En gros, ils insistent sur deux choses. Dans le cadre des syncopes liées à une hypotension orthostatique, ils insistent fortement sur la prise en charge non pharmacologique de ces, on le reverra après, et puis sur le management également des syncopes en fonction de la stratification du risque, en risque modéré ou haut risque, savoir si effectivement ils sont surveillés au niveau de l'HTCD, s'ils vont dans des unités dédiées, les syncopes units anglo-saxonnes, qui sont des unités dédiées à la prise en charge diagnostique de ces syncopes. Et puis ils insistent aussi beaucoup sur les implantable loop recorders. Ça, c'est une indication forte dans les recommandations essais. En gros, ce sont les holters implantables qui ont de plus en plus une place importante dans des syncopes répétées qui n'ont pas fait la preuve avec un holter sur 24 heures. Il faut discuter maintenant de plus en plus sur ces holters implantables sur donc de longue durée, sur plusieurs mois, pour piéger éventuellement un trouble du rythme ou de la conduction qui pourrait expliquer les syncopes à répétition chez certains patients. Bon, là, c'était juste pour illustrer. Attention, derrière une simple HTO, toujours surtout chez la personne âgée, est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Et là, en gros, c'est un cas clinique d'un homme de 79 ans hospitalisé pour des syncopes, qui était diabétique, hypertendu, ils ont tout fait. Et puis finalement, au TEC cérébral, des éléments en faveur d'une atrophie cérébrale multisystématisée. Donc attention, les atteintes du système nerveux central avec les atteintes dysautonomiques peuvent être à l'origine d'hypotension orthostatique. Je vous rappelle très rapidement, mais vous connaissez, la définition de l'HTO. On va passer brièvement, mais c'est important de la répéter surtout, parce que globalement, il y a une mauvaise reproductibilité, donc il ne faut pas hésiter à rechercher cette hypotension orthostatique plusieurs jours. Là, je vous ai mis en pratique comment la faire. C'est simple, mais parfois en médecine, c'est les choses les plus simples qui sont les plus compliquées à avoir. Donc, il faut bien aussi briefer nos infirmières pour bien protocoliser la recherche de cette hypotension orthostatique dans nos services. Voilà. Donc, quelques grandes causes d'hypotension orthostatique qu'il faut essayer de screener. Bien sûr, les médicaments, surtout chez la personne âgée, il faudra regarder de façon exhaustive tous les médicaments à visée cardiovasculaire, à visée neurologique, etc., qui peuvent entraîner des HTO. L'HTO, le diabète, bien entendu. Et puis, dans un certain nombre de cas, des choses un peu plus rares, l'HTO et l'amylose, l'HTO et la neuropathie associée aux petites filles dans le cas de connectivite, comme par exemple le syndrome de Goujon-Chagrène, les HTO de cause centrale, les HTO aussi qui peuvent accompagner parfois des syndromes paranéoplasiques. Ça, c'est vraiment le cœur du polyvalent et de l'intérêt de rechercher tout ça. Ouais. Est-ce qu'on ne se dit pas, Christophe, je m'excuse de te couper, est-ce qu'on ne se dit pas qu'une dizaine de minutes à un autre moment, parce que je vois qu'il y a une partie thérapeutique derrière, donc éventuellement, on peut garder les 10 minutes côté thérapeutique et se le reprogrammer au prochain staff, alors pas celui de 2 fois. Voilà, en tout cas, merci de votre attention.